Voilà, je crois qu'on a lancé. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes 112, 113 même maintenant à vous être connectés à ce webinaire. Le burn-out, comment le prévenir et surtout comment s'en sortir. Donc, bienvenue, merci de votre participation. Donc, c'est une manifestation qui est organisée par l'ARAC de Hauts-de-France, le magazine Santé et Travail et la consultation de pathologie professionnelle du CHIC, qui est le centre hospitalier intercommunal de Créteil. Moi, je suis François Deriot, journaliste au magazine Mutualiste Santé et Travail. Donc, je vous présente les gens qui vont intervenir. Kika, qui est auteur du roman autobiographique publié chez Erol, « Je ne te pensais pas si fragile ». Laurence Théry, directrice de l'ARACT, l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail Hauts-de-France, ancienne inspectrice du travail. Et pour la transparence qu'on doit aux auditeurs, Laurence Théry est membre du comité de rédaction de notre magazine Santé et Travail. Et puis le docteur Nicolas Sandré, qui est ancien médecin inspecteur du travail, ancien médecin du travail également, et coordinateur et initiateur des enquêtes nationales SUMER, surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels. Une enquête qui est conduite depuis 1994 par la DARES et l'inspection médicale du travail au ministère du Travail. Et Nicolas Sandré est aujourd'hui médecin à la consultation de pathologie professionnelle de Créteil dans le Val-de-Marne. Docteur Sandré, vous recevez des patients confrontés aux fameux risques psychosociaux. Alors pour commencer, je crois que le nombre de personnes inscrites à ce webinaire, on était 456 précisément, ça témoigne de l'intérêt du sujet, mais surtout de l'acuité des risques psychosociaux dans le monde du travail et de la souffrance psychique qui sont générées par les nouveaux modes de management, l'organisation du travail, l'intensification du travail que l'on observe depuis une trentaine d'années. Mais peut-être aussi retrouve-t-on à l'origine de ces RPS un décalage toujours plus important entre le désir très vif des hommes et des femmes de pouvoir bien faire leur travail et l'impossibilité dans laquelle ils ou elles se trouvent pour atteindre cet objectif. Cette année, nous allons fêter les 30 ans de santé et travail. Et quand on analyse les sujets que nous avons traités durant ces 3 décennies, celui qui arrive en tête, incontestablement, ce sont les risques psychosociaux, le mal-être au travail, la souffrance psychique. Je dirais même que santé et travail est né avec les risques psychosociaux. Et malgré toutes les promesses de faire de ce sujet un axe fort des politiques de prévention des risques professionnels, malgré les 3 plans santé et travail du gouvernement avec les partenaires sociaux, malgré les engagements des institutions de prévention, des entreprises, des branches professionnelles, ce sujet est toujours bien là, à un niveau quand même très élevé. La prévention, notamment la prévention primaire, ne semble pas avoir de prise sur ce sujet. Ça ne marche pas ou ça ne marche pas bien et on va essayer de comprendre pourquoi au cours de ce débat. Pour mémoire, même si cela ne représente que la partie visible de l'iceberg, un peu plus de 1000 cas de pathologie psychique par an sont reconnus en maladie professionnelle par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, les C2RMP, mais puisqu'il n'existe pas de tableau de maladies professionnelles, mais on dénombre quand même plus de 20 000 cas d'atteinte psychique qui sont reconnus en accident du travail, en majorité des syndromes post-traumatiques. Ces cas provoquent des arrêts maladie de longue durée, et qui sont souvent longs, 112 jours pour les arrêts dus à des causes psychiques, contre 65 en moyenne pour l'ensemble des arrêts de travail dus à des AT, toutes causes confondues. Enfin, d'après les chiffres du RNV3P, le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles, qui agrège l'ensemble des données des centres de consultation de pathologies professionnelles comme celle du docteur Sandré, les troubles psychiques constituent le premier motif de consultation dans ces sens devant les TNS. Alors, comment on va dérouler cette manifestation? Jusqu'à 18h environ, je vais soumettre nos 3 intervenants à la question, comme on dit, puis après, ce sera à vous d'intervenir en posant des questions dans le chat qu'il y a sur le côté droit de l'écran. Quand vous cliquez sur les icônes en bas, vous avez un petit icône qui apparaît, je ne sais plus où il est, sur le partage d'écran, et vous allez... si vous cliquez plutôt, excusez-moi, en haut, participants, vous allez pouvoir voir le nombre de gens qui sont inscrits, qui participent. On est 135 là depuis que je commence à causer. Et puis, vous pouvez poser des questions. Alors, j'ai une demande à vous faire, c'est de ne pas écrire vos questions avant 18h, parce que sinon, elles sont perdues dans le flot de questions. Le dernier webinaire que j'ai animé, alors il y avait un peu plus de participants, on était 450 au maximum. Et des gens ont posé des dizaines et des dizaines de questions, ça cliquait tout le temps.
Et évidemment, à la fin, quand j'ai donné la parole à la salle, on n'a pas pu retrouver les questions du début. C'était un petit peu trop compliqué. Il y en avait des centaines. Voilà. Donc, merci d'attendre patiemment 18 heures, de noter vos questions dans un coin et de les lâcher quelques minutes avant 18 heures. Alors, je voudrais qu'on commence avec vous, Kika. Donc, vous êtes auteur de ce roman « Je ne te pensais pas si fragile ». On l'aura compris, c'est l'histoire de Clotilde. Je voudrais quand même montrer le roman, voilà, qui est paru aux éditions Erol. C'est l'histoire de Clotilde, qui est cadre commercial et marketing, qui est entrée dans ce groupe néerlandais de cycle pour développer son activité en France. On va le dire très vite, c'est votre histoire. Le titre du roman, c'est une phrase assassine qui a été prononcée par votre nouveau patron, Karl, dans votre roman. Alors, tous les noms, évidemment, ont été transformés pour des questions notamment juridiques. Et c'est la première fois qu'il vous fait craquer ou vous effondrer devant lui et qu'il prononce cette question « Je ne te pensais pas si fragile ». Mais peut-être avant de nous raconter votre histoire, je voudrais vous poser une première question. Comment vous allez aujourd'hui, Kika? C'est un pseudonyme, évidemment, vous l'aurez compris aussi. Écoutez, merci François. Je vais bien aujourd'hui. Les cicatrices sont toujours là, mais elles ne sont plus douloureuses, je dirais. L'écriture m'a permis de poser vraiment une vraie distance et je suis apaisée et nettement plus en phase avec qui je suis. Je dirais que j'ai le luxe d'être moi, alors qu'auparavant, le luxe avait une toute autre connotation. Oui, on a bien compris. Ce que vous faites aujourd'hui, je voudrais que vous le racontiez quand même en quelques mots, parce que vous êtes sur la route avec votre camping-car et vous allez de librairie en librairie, vous parcourez la France, c'est un road trip ou un road movie, je ne sais pas comment on peut dire. Et vous faites les librairies pour répondre et vous rencontrez des gens qui ont vécu un peu ce que vous avez vécu. Je voudrais que vous nous racontiez un peu ce que vous faites. Ouais. Alors en fait, au-delà du roman et du message que je souhaite transmettre, en fait, je pense que l'on transmet davantage par la présence que par les mots. Et j'avais envie d'incarner mon message et aller à la rencontre de mes lecteurs. Et je pense que regarder l'autre, l'écouter, c'est sans doute là que démarre aussi l'être humain. Et donc, j'ai décidé de réaliser ce road trip avec mon vieux combi Volkswagen et je vais de librairie en librairie pour écouter, partager, prévenir, consoler et libérer la parole, interpeller sur la place de l'humain dans l'entreprise aujourd'hui et oser en parler parce que c'est pas une maladie honteuse, voilà. Et vous rencontrez beaucoup de gens qui sont dans votre situation? Oui, alors c'est un constat qui est assez dramatique, je dirais. Oui. C'est une vague de l'ordre du tsunami. Je crois qu'il y a eu le 26 mai une statistique d'OpinionWay qui disait que le nombre de burn-out avait doublé en un an. Je pense que c'est la partie émergée de l'iceberg. Les personnes que je vais croiser, rencontrer, qui vont venir oser franchir et monter à bord de mon combi, ce sont des gens qui sont dans le questionnement encore de savoir, de comprendre ce qui peut leur arriver. Ce qui leur arrive, oui. Voilà. Mais je rencontre aussi des managers extrêmement bienveillants qui ont envie de comprendre ce qui se passe parce qu'ils ont vraiment à cœur d'avoir les signaux pour pas que ça n'arrive dans leurs équipes. Je rencontre aussi des médecins traitants qui me disent « Nous, on est en première ligne, mais on n'est pas vraiment formés ». Je vais rencontrer des avocats en droit du travail qui s'interpellent aussi parce qu'ils accompagnent, souvent c'est un peu trop tard dans la démarche, leurs clients. Et voilà, donc c'est un brassage, je dirais, de tout cet écosystème santé-travail avec aussi des aidants, parfois paniqués, des parents qui voient leurs enfants aller au crash dans le mur et qui savent plus quoi faire pour essayer d'éviter ce qui leur paraît être à court terme effectivement très dangereux. Vous rencontrez des managers qui eux-mêmes sont en souffrance et qui non seulement se rendent compte des dégâts que ça provoque chez leur équipe, mais qui eux-mêmes se retrouvent entre le marteau et l'enclume et qui sont… parce qu'on dit souvent que les managers de première ligne sont quand même aussi
souvent malmenés par l'organisation du travail. Oui, je peux rencontrer à la fois du manager intermédiaire, mais je dirais c'est vraiment ce qui m'a vraiment surprise aujourd'hui dans cette rencontre vraiment sur le terrain, c'est que alors ça touche tout le monde, secteur privé, secteur public, hommes, femmes, cadres, exécutants. On est dans une organisation où on voit même certains chefs d'entreprise aujourd'hui qui, au-delà de la situation compliquée, doivent gérer leurs problèmes, puis absorber aussi les problématiques des salariés. Enfin voilà, on est dans quelque chose qui reflète un état général tristement en grande synchronicité entre le contenu de mon livre et l'état de la santé mentale de beaucoup de travailleurs aujourd'hui. Je voudrais que vous nous racontiez en quelques mots votre histoire. D'abord, très vite, puisqu'on peut lire votre interview sur notre magazine, enfin sur le site de Santé et Travail. On l'a fait juste avant le lancement de ce webinaire, il y a quelques jours. Ce que vous avez appelé la chute, et puis surtout la façon dont vous êtes, je reprends les titres des chapitres de votre roman, la sortie des décombres. Alors, évidemment, vous pourrez le relire dans l'interview. Cette histoire, c'est avant tout l'histoire d'une femme qui avait coché toutes les cases, a priori, qu'on lui avait demandé pour réussir sa vie, en fait. Donc, évidemment, des belles études, un beau mariage, une belle carrière, et puis des beaux enfants. Enfin bon, bref, on coche toutes les cases. Et puis un matin, on se réveille à la clinique psychiatrique et là, il y a un constat terrible d'échec sur lequel on vient le prendre vraiment en pleine figure. C'est-à-dire que ce qui serait de l'ordre, je pense, plutôt d'une pathologie sociale, organisationnelle de l'entreprise, vous est renvoyé comme une insuffisance personnelle. Et au départ, évidemment, donc Clotilde va remettre à plat absolument tout pour essayer de comprendre. Elle va se faire accompagner. Elle va essayer tout un travail aussi d'introspection et bien effectivement décrire toute cette déflagration émotionnelle de ce qui se joue vraiment à l'intérieur parce que je pense que nombreux ouvrages qui traitent des sujets de la souffrance au travail ou du burn-out peuvent parfois être écrits par des professionnels ou experts en psychopathologie du travail. Ils viennent nourrir plutôt des symptômes. Et on est à ce moment-là dans quelque chose où on se reconnaît, on va aussi cocher toutes les cases et on va finalement, très culpabilisant de se dire, bah, finalement, oui, c'est moi en fait, je suis malade. Voilà. Et donc, c'est ce combat, c'est comment est-ce que Clotilde se relève, comment avant de parler, je vous coupe, excusez-moi, de la façon dont vous êtes relevé, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Parce qu'on va le dire dans le roman, Clotilde, c'est quelqu'un qui est, vous avez dit, qui coche toutes les cases, mais qui est énormément investi dans son travail, qui a des défis à relever. On lui a confié les clés pour développer les cycles en France de cette société néerlandaise et elle bosse d'arrache-pied. Enfin, je veux dire, elle compte pas ses heures, elle a une charge de travail considérable. Et puis, du jour au lendemain, les choses changent. Qu'est-ce qui change véritablement? Parce que Clotilde, elle y trouvait son compte dans cette façon de s'engager dans le boulot, même peut-être d'en faire beaucoup, beaucoup trop, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que ça tombe comme ça, du jour au lendemain? C'est un manager nouveau qui arrive, on ne s'y retrouve plus, c'est la confiance qui disparaît, c'est quoi? Voilà, alors dans les faits, c'est un manager nouveau qui vient, qui arrive et qui met en place quelque chose de tout autre par rapport à la situation précédente. Donc, la surcharge de travail, pour moi, n'est pas le terreau, je dirais forcément, du burn-out tel que je l'ai vécu. C'est-à-dire que je pense qu'on est sur quelque chose qui perd une perte de sens et une perte
d'autonomie dans son travail, un contrôle vraiment très, très fort, et puis une perte de confiance de fait, et de là un manque de reconnaissance, la fin du collectif. Le collectif était extrêmement fort. J'étais en capacité vraiment de travailler avec une charge de travail vraiment importante, mais tant qu'il y avait cette reconnaissance, ce collectif, qu'il y avait du sens dans ce que l'on fait, je pense qu'on est vraiment en capacité d'absorber quand même. Après, la dégradation, je dirais, globale de tout ça, va commencer à faire naître une sorte de perte de motivation, de fatigue émotionnelle, puisqu'on veut toujours essayer de bien faire quand même son travail, mais a priori, on n'a pas les moyens ou bien moyens humains, moyens financiers. Enfin voilà, la qualité du travail que l'on aimerait rendre n'est pas au rendez-vous sans que vous surinvestissiez personnellement pour combler vraiment l'écart. Donc, vous pédalez toujours plus vite. Voilà. Donc, la problématique, si vous êtes dans un cadre bienveillant, on va vous demander où on va trouver des solutions intermédiaires. J'avoue que pour ma part, quand j'essayais de combler et que je n'y arrivais pas, et qu'à travers des rapports d'étonnement, je disais qu'il était difficile de pouvoir remplir des objectifs quand en cours de route, vous avez des personnes qui démissionnent, ou vous avez des problématiques. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont partis, hein, je crois, pendant que vous étiez. Il y en a 28 ou 29, je n'ai pas fait le calcul. Oui. Le turnover aussi est un grand signal, je dirais aussi, hein, de cette ambiance dans le terme collectif, voilà, puisque ce nouveau manager est venu instaurer une sorte de divisé pour mieux régner. Et ce qui s'est mis dans ce collectif est devenu de la méfiance, en fait, tout simplement. Et donc, ça va créer une sorte d'isolement où les uns et les autres vont devenir méfiants. Et donc, vous n'avez plus la possibilité de vous confier ou d'avoir confiance en qui que ce soit, puisqu'on va devenir, ça va devenir en fait extrêmement individualiste. Et en même temps, les objectifs que l'on peut découvrir parfois individuels dans l'entreprise, on se rend compte qu'ils sont parfois très contradictoires. Et donc, on peut aller travailler à contresens parfois au sein même d'une même équipe. Donc, ça contribue aussi à diviser ce collectif, puisque chacun, évidemment, va vouloir réaliser les objectifs qu'on lui a demandés. Donc, il n'y avait plus de travail coopératif, il n'y avait plus de travail d'équipe, en fait. Non, donc on arrive à quelque chose qui effectivement fait perdre vraiment le sens. Et là, à ce moment-là, la motivation prend vraiment, vraiment un coup. Et on est sous l'emprise de vouloir toujours faire mieux avec moins, et on vous en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est vrai que il est à un moment donné peut-être raisonnable de savoir dire non, mais en même temps, le cadre de l'entreprise, la relation aussi avec tout ce qu'il pouvait créer comme événement en dehors des temps de travail très agréables, des soirées, des événements sportifs. Hein, j'étais dans l'univers du cycle, etc. Et vous vous rendez compte que si vous ne participez pas, vous n'êtes pas corporate en fait. Et du coup, ça aussi rallonge votre investissement émotionnel à travers beaucoup de temps supplémentaires investis. C'est un univers dans le cycle où il y a des saisons, où il y a des courses, où les week-ends sont les courses cyclistes. Et donc, voilà, ça demande forcément un investissement outre la charge de travail aussi émotionnel important. Et donc, forcément, quand on ne voit pas l'effort produit entre ce que l'on vous demande et ce que l'on rend par rapport aux conditions qui sont parfois dégradées, voilà, ça va mener cette descente progressive à travers
des injonctions contradictoires, à travers des signaux très forts qui auraient dû m'alerter et qui n'ont peut-être pas été au début pour moi des signaux forts, mais quand vous passez vos journées à vous justifier, c'est qu'il y a quand même aussi un problème. Donc voilà. Et donc, graduellement, de manière très insidieuse, beaucoup de choses vont venir se répéter et vont contribuer à cette descente aux enfers, puisque a priori, quand une nouvelle personne et un nouveau chef arrivent, on essaye de faire le maximum pour que ça se passe bien. Et peut-être par rapport à mon éducation, la première des choses a été de me remettre en question moi-même, en fait. Voilà, d'essayer de m'adapter. Comment vous avez fait pour, sur qui vous êtes appuyé, mais en quelques mots, pour rebondir, pour remonter la pente? Qu'est-ce qui a compté pour vous? Alors, je pense que ce qui a compté pour moi, ça a été la médecine du travail. Ça a été de pouvoir mettre vraiment des mots sur ce qui m'arrivait parce que on a une facilité à savoir lire chez les autres quand il y a des choses qui sont complètement intolérables. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, pour soi, on va avoir la barrière très, très haute. Donc, on accepte quand même beaucoup de choses. Je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, je suis partie dans un système où il n'y a pas de sortie possible. C'est à partir de là, quand il a prononcé cette phrase qui est le titre de ce roman, « Je ne te pensais pas si fragile », c'est la première fois que j'ai craqué, que j'ai pleuré. Et là, je me suis dit, non, là, je suis dans un milieu hyposensible. Alors peut-être que mon hypersensibilité est une fragilité, et c'est vrai que c'est venu me toucher quelque part où c'était un petit peu douloureux, parce que c'est quelque chose que j'avais appris plutôt à cacher, les émotions. Hein. On ne leur laisse pas forcément la place dans l'entreprise. Et finalement, je pense qu'elles ont vraiment toute leur place. Si on réfléchit bien, je crois que la vulnérabilité est quelque chose qui est source de créativité, d'audace, d'empathie. Quand une entreprise perd un marché ou elle se sent vulnérable sur un appel d'offres ou sur quelque chose comme ça, elle va redoubler de créativité et elle va trouver d'autres solutions, d'autres ressources. Donc, je crois que finalement, la vulnérabilité est vraiment le terreau. Une source de richesse. Voilà. Et donc, je dirais donc, que… le médecin du travail vous a aidé. Il y a eu la consultation de pathologie professionnelle dont on va parler tout à l'heure avec le docteur Sandré. Oui, le médecin du travail, il a su m'orienter vers la consultation de Créteil directement, celui qui a pris rendez-vous pour moi et qui m'a dit qu'il fallait absolument que la question du travail soit au sens, vraiment au centre de mes interrogations, puisque vous êtes dans un système où on va vous montrer que c'est vous le problème, hein, en quelque sorte, c'est vous le maillon faible, puisque vous ne tenez pas et que les autres y tiennent très bien. Donc, on est dans quelque chose de l'ordre qui est très culpabilisant. Voilà. Et cette culpabilité, elle vous ronge en permanence, puisque, effectivement, vous allez ramener vos problèmes de bureau à la maison. Donc, la déflagration, elle va sortir de la sphère travail et elle va venir… Elle va envahir la sphère personnelle. Elle va envahir la sphère personnelle. Voilà. Et familiale. Voilà. Et donc, le médecin du travail, on ne le sait pas assez. C'est-à-dire qu'à la fois, les consultations sont passées une fois tous les 2 ans, une fois tous les 5 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais personne ne sait trop, en tout cas, qu'on peut consulter le médecin du travail à la demande du salarié, sans que l'employeur ne soit au courant. Il suffit juste d'appeler et de demander un rendez-vous à la demande du salarié. Et à ce moment-là, vous êtes reçu et vous avez la possibilité d'échanger et d'avoir accès à la connaissance de réseaux d'aide, comme de psychologues du travail, comme voilà. Après, il y a l'inspection du travail aussi qui
Tu as fait un rapport qui vous a aidé quand même. Que j'ai dû mobiliser. En fait, globalement, dans ce récit, cette Clotilde, elle va vraiment chercher tous les réseaux d'aide qui puissent être possibles pour essayer de regagner sa dignité, en fait. Et donc, oui. C'est une quête, en fait. C'est une quête parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi et qu'il n'y a personne qui vous dessine un petit peu ce parcours du combattant. On va écouter le docteur Sandré. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que vous avez tenu à retourner dans l'entreprise après un long arrêt, et ça a été un élément déclencheur qui vous a permis de sortir la tête haute, mais on y reviendra après. Je voudrais, et puis ici aussi préciser que dans l'entreprise, il y avait bien un CHSCT, mais il n'y avait pas de candidat, il n'y avait pas de syndicat, et on va dire que c'était un CHSCT qui avait été désigné un peu par l'employeur. Oui. Donc, ce n'était pas vraiment un appui. Non. Bon. Docteur Sandré, des cas comme Kika, donc je rappelle, vous êtes ancien médecin inspecteur du travail en Île-de-France, vous avez été aussi médecin du travail, vous êtes à l'origine des enquêtes SUMER, surveillance médicale des expositions au risque des salariés, au risque professionnel, et puis vous êtes aujourd'hui à cette fameuse consultation de pathologie professionnelle de Créteil. Des cas comme Kika, vous en recevez beaucoup, évidemment, puisqu'en plus, vous vous occupez de la partie souffrance au travail dans cette consultation. Ça vous paraît, tout ce que vous avez entendu, une réaction par rapport à ça, par rapport à ce que vous vous confrontez, puisque vous aviez vu aussi Kika en son temps, des cas comme ça, vous en avez beaucoup. Oui, actuellement, effectivement, les consultations débordent, et je vois au niveau de la consultation de Créteil, alors qu'on est 2 médecins, enfin on travaille chacun. Ça fait 4 demi-journées par semaine, mais actuellement les rendez-vous sont pour octobre, pour les premières fois. Donc des délais très longs. Après, comme a dit Kika, effectivement, alors, les gens qui nous sont orientés, ça peut être par le médecin du travail, mais c'est beaucoup par les psychologues, par des psychiatres, par des avocats, par des syndicalistes, etc. Donc une variété très importante. Et les gens qu'on reçoit sont effectivement des gens de toute catégorie socio-professionnelle, pour nous, beaucoup du public, mais je pense parce que le système du médecine de prévention dans le public est souvent un peu déficient, avec parfois… Vous voulez dire encore plus que dans le privé? Plus que dans le privé, oui. Et donc, on est parfois le relais parce qu'il n'y a plus de médecins de prévention dans certains secteurs. Ouais. Après, par rapport à le fait de renvoyer la difficulté ou la décompensation aux salariés, c'est effectivement quelque chose qu'on observe tout le temps. Et personnellement, dans le cas de la consultation, donc je commence par demander aux salariés de décrire très précisément leur travail, mais le travail réel. Je viendrai peut-être un peu dessus. Le travail réel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font réellement dans leur activité, qu'est-ce qu'ils mobilisent, avec qui ils travaillent, quelles sont les difficultés, etc. Et après, avant d'aller sur ce qui les amène à la consultation. C'est une manière de les replonger dans le plaisir qu'ils ont eu aussi au travail, y compris quand ils avaient une surcharge de travail. Après, quand on commence à aborder la question de la pathologie, je leur dis quasiment systématiquement que, en fait, c'est un signe de bonne santé psychique d'avoir décompensé. Ce qui les étonne, parce que bon, c'est un peu contradictoire, ils viennent alors qu'ils sont déprimés, etc. Et je leur dis que c'est un signe de bonne santé psychique, parce que effectivement, ce qui est étonnant, c'est comment ça les rassure. C'est-à-dire que tout d'un coup, il dit c'est pas moi qui suis fou, ou c'est pas moi qui suis fragile, c'est le système. Et effectivement, souvent dans la description, mais qui dure quand même 1 heure, très précise du travail. Il faut préciser que c'est des consultations très longues. Oui, pour les premières fois, c'est des consultations qui durent en général autour d'1 heure et demie. Donc, ça veut dire que cette description très précise du travail permet aussi de replonger, en fait, à un moment donné, dans tout ce qui était demandé et tout ce qui rendait, d'accord, pour arriver à ce que le travail se fasse. Et c'est vrai qu'après, très souvent, quand on va faire l'histoire de la dégradation, au bout du compte, ça devient plus facile parce que tout d'un coup, il y a des hypothèses qui peuvent formuler ou que je peux formuler qui permettent de décrypter un petit peu pour sortir, en fait, souvent dans lequel c'est engrainé dans un problème relationnel pur. C'est le chef de service, etc.
Alors que souvent, ce qui est à l'origine, et ce qu'on arrive à décrypter, hein, c'est en mettant le travail au centre, c'est bien que c'est un dysfonctionnement du côté de l'organisation du travail. Et pas forcément un chef maltraitant. Alors, le chef maltraitant, à un moment donné, il va aggraver la situation. Pour vous donner un exemple, par exemple, en dehors de l'exemple de Kika, mercredi dernier, j'ai reçu un responsable de logistique avec deux centres de logistique, un petit hein, pour le bâtiment, hein, et en fait, ils étaient en surcharge de travail. À un moment donné, le directeur de la filiale allemande, d'ailleurs, comme Kika, est parti et ils ont réussi à créer un comité de direction, donc énormément de travail. Et il me disait, moi j'ai beaucoup de demandes, donc souvent les problèmes complexes, je les résous chez moi pendant le week-end. Hein. Il intervenait parfois le week-end, parfois le soir, etc., dans les entrepôts qu'il y avait dans des difficultés. Mais il travaillait avec un responsable commercial, un directeur commercial qui connaissait bien le travail, qui connaissait bien le travail réel. Hein. Donc, ils connaissaient bien les difficultés, etc. Et donc, ils étaient un peu il y avait un vrai collectif de travail autour des difficultés, d'accord, et ils arrivaient à travailler avec plaisir, même si il y avait une surcharge de travail. Même s'il y avait une charge de travail importante. Oui, important. Et c'est exactement ce que Kika racontait il y a quelques minutes. Voilà. Tant qu'il y avait la reconnaissance, elle abattait un boulot considérable. Là, il y avait un travail en commun, il y avait un collectif, d'accord, et une reconnaissance, donc de l'un des autres et des clients, puisque du coup, toutes les difficultés pouvaient être aplanies. Et à un moment donné, ce directeur commercial est parti à la retraite. Il a été remplacé par un jeune directeur commercial qui ne connaît pas le métier. Hein. Et donc, d'une part, il ne connaît pas le métier, mais qui, d'autre part, est une forme un rapport au travail beaucoup par l'écrit, d'accord, ce qui n'est pas du tout la manière de travailler de l'homme que j'ai vu en consultation. Et donc, très vite, en fait, le réel du travail, c'est-à-dire qu'est-ce que ça voulait dire que ce travail de louer des matériaux, etc., a complètement été évacué pour être que sur des trucs extrêmement prescrits. Hein. Donc, une évacuation du réel des difficultés. Et donc, à un moment donné, l'homme en question s'est retrouvé tout seul avec sa surcharge de travail, sans pouvoir jouer ou tricher avec les demandes, etc., tricher au sens noble, et sans pouvoir discuter avec son nouveau collègue directeur commercial, et il n'a pu plus tenir, quoi. Donc, c'est toujours l'alliance entre les deux. Mais souvent, ce qu'on observe dans les consultations, en fait, c'est l'ergonomie a bien décrit qu'il y avait le travail prescrit, hein, c'est-à-dire les objectifs, la procédure, etc., et puis que le réel, il était très variable. Il y avait une variabilité du réel qui était très importante. Et en fait, chaque salarié, quel que soit son poste, pour combler cet écart, hein, qui, comme dit, est irréductible, met une part de lui-même. Donc, le travail est très subjectif et c'est pour ça que les gens, ils y mettent ils y mettent une partie d'eux-mêmes pour que le travail se fasse. Hein, parce qu'ils en attendent la reconnaissance. Donc, quand il n'y a plus du tout de reconnaissance ou quand il n'y a plus le moyen de faire du beau travail. Ce déficit de reconnaissance dont vous parlez, qui est souvent présent dans les discours, dans les enquêtes, dans les discours de gens qui ne vont pas bien, qui disent « mon travail n'est pas reconnu », etc. Et il y a une façon de le combler, c'est de dire on va mettre des moments de convivialité, on va faire des choses, on va dire quand c'est bien, etc. Mais ce n'est pas de cette reconnaissance-là dont il est question. C'est précisément la capacité de discuter du travail, des difficultés du travail avec ses pairs, avec sa hiérarchie, pour trouver des solutions ensemble, etc. Ce qui n'est pas le cas quand un chef arrive et qu'il n'est que dans le travail prescrit. Et qui ne connaît pas du tout la réalité du travail. Qui ne connaît pas la réalité. Il méconnaît totalement la réalité du travail. C'est ça qui est terrifiant. Kika acquiesce, hein, je pense que… Oui, je rebondis parce que dans le cas très précis de ce qui s'est présenté, c'est qu'à un moment donné, quand j'expliquais que les journées n'avaient que 24 heures et que effectivement, il y avait des choses qui étaient possibles, mais soit avec plus de personnes ou peut-être pas pour hier, mais pour plus tard, on m'a répondu qu'on allait me financer une formation en gestion de priorité parce qu'a priori, le problème venait de moi, je ne savais pas gérer mes priorités. Voilà, alors ça c'est classique. On l'entend très très souvent. Hein, d'accord. Et donc, mais parce que la reconnaissance, oui, c'est la reconnaissance du travail avec
Ça peut être le client, ça peut être l'utilisateur, ça peut être la hiérarchie, puisqu'on est payé quand même pour ça. Mais c'est aussi la reconnaissance de la beauté de son travail. Hein. C'est-à-dire quand on est surchargé et qu'on ne peut plus faire du beau travail, hein, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est pressé, etc., parce qu'on n'a plus les délais, etc., on fait du sale boulot, et à ce moment-là, c'est extrêmement destructeur du côté de la santé psychique. On ne peut plus se reconnaître dans son travail. Donc à ce moment-là, le travail n'est plus constructeur, il est destructeur. Après, la question qu'on a souvent, c'est pourquoi les gens restent, hein. Et en fait, les gens restent parce qu'ils ont une conscience professionnelle. C'est pas parce qu'ils n'osent pas bouger, etc. C'est parce qu'ils ont une conscience professionnelle. Et comme ils ont investi beaucoup dans leur travail, donc dans l'entreprise, souvent ils y sont depuis quelque temps, d'accord ? Donc il y a une histoire qui s'est tissée. Et quelque part, ils se sentent responsables. Et ils se disent, mais si je pars, si je quitte, qu'est-ce qui va se passer pour les autres ? D'accord ? Et pourquoi, par exemple, cet homme-là travaillait le week-end ? Parce qu'il disait, mais si je ne le fais pas, eh ben, l'entreprise va être en faillite, quoi. Hein ? Et donc, il y a une espèce comme ça de conscience professionnelle où les salariés, finalement, bouchent tous les trous de l'organisation du travail avec leur corps, ce qui est extrêmement douloureux si, en plus, il n'y a plus la reconnaissance. Voilà. Je voudrais que vous nous parliez quand même, qu'est-ce qu'on voit, parce que j'ai dit que vous aviez initié l'enquête SUMER, surveillance médicale des expositions des salariés au risque professionnel. C'est une grande enquête nationale qui existe depuis 1994, donc il y a eu un certain nombre d'éditions, elle a lieu tous les 5 ans normalement. Du point de vue des risques psychosociaux, quels sont les enseignements qu'on en tire de cette enquête sur leur évolution dans la dynamique qu'il y a sur les risques psychosociaux? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous ai dit, ou ce qu'a dit Kika, on est sur la clinique, d'accord ? C'est des données cliniques d'un salarié ou des salariés qu'on voit individuellement. Hein. L'enquête SUMER, donc, qui est faite par les médecins du travail et qui est coordonnée par la DARES et l'inspection médicale au niveau du ministère du Travail. Oui. Valide. La clinique, elle est beaucoup supportée avec une théorie du travail, hein, qui est la théorie du travail développée par Christophe Dejour, hein, au niveau de ma pratique, d'accord, mais Yves Clos aussi, d'accord. Et alors que les résultats de SUMER sont basés sur un questionnaire principal fait par le médecin sur les contraintes de l'organisation du travail, hein, le temps, etc. Et puis, parallèlement, des autoquestionnaires sur un certain nombre d'autoquestionnaires qui sont validés, mais qui sont plus d'origine anglo-saxonne. Hein. C'est par exemple le Kerazek, c'est le CIGRI sur la reconnaissance, et puis des auto-questionnaires sur la santé, hein, sur la dépressivité en particulier. Hein. Et ce qui est étonnant, c'est que ces deux apports, l'un clinique et l'autre plus statistique, mais basé sur une autre conception du travail que la conception sur laquelle je travaille, en fait, on retrouve les mêmes choses. Oui. Pour vous donner il y a une grande cohérence entre les chiffres et le constat clinique. Par exemple, pour vous donner un exemple, une forte demande psychologique, hein, ça veut dire une charge de travail importante, hein, c'est très lié, ça multiplie par 2 le risque de présenter une dépression, d'accord, ou bien le fait de ne pas pouvoir discuter avec ses collègues s'il y a un problème, est aussi très marquant. Hein. Mais ce qui est le plus marquant dans les résultats, ce qui sort le plus, c'est le fait de ne pas avoir les moyens de faire correctement son travail. Oui. Hein. Par exemple, le fait de manquer de formation, hein, multiplie par 27% le fait d'avoir une dépression. Mais ça agit aussi sur l'absentéisme, parce que ça augmente l'absentéisme de 16%, par exemple. Hein. Le fait de manquer de moyens, ça augmente l'absentéisme de 20%. Hein. Le manquer de coopération, ça augmente la dépression de 30%. Et donc, on voit que finalement, tous ces impossibilités, ces empêchés de travailler, comme dit Yves Clos, hein, en fait, ont des répercussions complètes sur l'état de santé statistiquement prouvé, sur l'état de santé, mais aussi sur l'absentéisme. Donc, ça veut dire, la question qui se pose, c'est quand on parle d'absentéisme dans une entreprise, posons-nous la question de l'organisation du travail. Hein. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que tous ces éléments ont aussi des répercussions sur, par exemple, les comportements hostiles. Hein. Le fait que dans une entreprise, il y ait des comportements hostiles, c'est-à-dire des comportements méprisants, la violence, etc. Hein, par exemple, ne pas pouvoir faire correctement son travail,
le manque d'information, ça multiplie par 33% les comportements hostiles et les agressions du public aussi. Parce que si vous n'avez pas de marge de manœuvre, si vous n'avez pas les moyens suffisants, ben c'est le public qui, à ce moment-là, il y a des réactions comme ça. Hein. Vous avez par exemple le manque de collègues. Le manque de collègues multiplie par 31% le fait d'avoir une agression de la part du public, par 35% le fait de considérer qu'on manque de reconnaissance. Voilà, beaucoup de chiffres qui en soi sont, alors c'est des chiffres du ministère, des chiffres officiels qui pourraient être utilisés par les entreprises, par les CSE, etc., qui montrent qu'effectivement, il y a une vraie problématique. Et puis, dans les chiffres, qui ressort aussi, dont on n'a pas parlé beaucoup, c'est les conflits éthiques. Hein. Les conflits éthiques. Les conflits éthiques, oui. Oui, qu'on retrouve de plus en plus au niveau des consultations. C'est-à-dire des gens qui sont amenés à faire des choses qu'ils désapprouvent. Hein, et qui sont contraires à leurs règles éthiques ou contraires à leurs règles de métier. Ou à leurs règles de métier, souvent. Hein, souvent, mais du fait qu'il y a une évacuation du réel du travail, c'est vrai que les règles de métier ou les valeurs professionnelles sont souvent mises en défaut, quoi. Hein. Et donc, les salariés se retrouvent tout seuls, puisque, comme a dit Kika aussi, il y a les collectifs de travail sont de plus en plus fragiles. Hein. Donc, les gens se retrouvent tout seuls avec ces problèmes éthiques, etc. Et encore une fois, les gens qui craquent, c'est vraiment souvent des gens qui portent une conscience professionnelle ou qui sont porteurs de valeurs professionnelles extrêmement fortes. J'ai une question très rapide. Est-ce que, quand vous voyez des salariés comme Kika en consultation, est-ce que vous pouvez faire un retour au médecin du travail pour essayer d'enclencher de la prévention primaire, c'est-à-dire pas vous limiter à la prise en charge individuelle de tel ou tel patient qui a des problèmes, mais essayer de voir comment, dans l'entreprise, vous allez pouvoir enclencher une dynamique de prévention primaire. C'est possible? Oui. Alors, moi, systématiquement, je demande aux salariés s'ils seraient d'accord pour que je téléphone au médecin du travail. D'accord. D'accord. Et ça permet un échange. Et après, je fais un courrier au médecin du travail pour, encore une fois, pour relater tout ce qui s'est dit. Alors, une description du travail, l'histoire de la décompensation, les conséquences et les conclusions. Et dans les conclusions, il y a les conclusions individuelles. Hein. C'est comment aider les gens à… Et souvent, un des outils qui est très, très intéressant, très difficile hein, pour les salariés en difficulté, c'est d'écrire sur ce qu'ils ont mis en œuvre pour que le travail se fasse. Beaucoup me disent ça a été très difficile, très douloureux, mais finalement très intéressant parce que je me suis rendu compte à quel point je faisais des choses importantes hein, et à quel point je développais beaucoup de choses hein, et que j'ignorais parce que le travail, il est incorporé, enfin les savoir-faire sont incorporés, heureusement, bien sûr, à travailler. Et donc, on les utilise automatiquement et souvent, c'est pour ça… Sans que ce soit conscientisé. Voilà, c'est pour ça que la première partie de la consultation est souvent très importante, que les gens arrivent à parler de leur travail réel, parce que souvent, ils viennent, ils parlent que du prescrit, quoi. Hein, je suis secrétaire, voilà. Mais vous êtes secrétaire de quoi? Vous faites quoi? Pour qui? Comment? Ça veut dire quoi? Etc. Et à ce moment-là, on voit qu'ils replongent aussi dans le plaisir qu'ils ont eu au travail, parce que quand ça marche bien, le travail est constructeur d'identité. Et donc, après, je fais un courrier, non, et souvent, dans les courriers, je rappelle au médecin, ou j'incite le médecin du travail à faire une alerte du médecin du travail, comme c'est prévu dans le Code du travail, hein, pour rappeler à l'employeur son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de la protection physique et psychique des salariés qu'il a dans son entreprise. Quoi. Voilà. Après, nous, on n'est pas acteurs directement. Quoi. Alors, je me retourne vers Laurence Théry. Laurence, mettez votre micro parce que je crois qu'il est coupé. Voilà. Donc, vous êtes directrice de la RAC Hauts-de-France. Vous êtes aussi vous avez été la coordinatrice de l'ouvrage Le travail intenable qui est paru aux éditions La Découverte en 2010. La RAC, comme toutes les agences régionales d'amélioration des conditions de travail, interviennent dans les entreprises pour les aider, les conseiller dans la mise en œuvre de solutions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Est-ce que les risques psychosociaux représentent une porte d'entrée importante ? Oui, les demandes des entreprises sur les risques psychosociaux sont très importantes et continuent de l'être, et notamment dans le contexte actuel de massification du télétravail un peu désorganisé. C'est vraiment une problématique qui remonte beaucoup. Et finalement, ce que je voulais peut-être réagir aux
au témoignage de Kika et de Nicolas, oui. André, c'est finalement réaffirmer ce qu'ils ont dit, à savoir que quand on travaille, le fait de travailler, finalement, c'est bien plus que gagner sa vie, ou bien plus que faire ce qu'on nous demande. C'est bien plus que la prescription, que l'encadrement nous fixe. Et c'est on le voit bien, ça nous demande de mobiliser notre subjectivité, notre expérience, notre histoire, nos émotions, notre sensibilité. Et nous, tout entier, finalement, on met de soi-même dans la réalisation du travail. Et c'est finalement à cette condition-là qu'on se développe et aussi qu'on développe sa santé. Et notamment quand on a la possibilité de dépasser des difficultés dans le travail, de se confronter au réel, les choses ne se passent pas comme on le souhaite, et on est amené à construire, à trouver des solutions, à réfléchir avec d'autres à la façon d'appréhender telle ou telle problématique. Et nous sommes tous très engagés dans le travail et dans une forme de créativité aussi, quel que soit le travail qu'on fait, même si c'est un travail, répétitif, on est créatif quoi qu'il arrive, et avec l'appui d'une organisation qui permet ce soutien, cette transmission des savoirs, la possibilité d'exprimer ses émotions, qu'elle a dit. L'entreprise nous impose souvent, pour tenir, de réprimer nos émotions, au lieu qu'elles s'expriment. Finalement, elles finissent par s'exprimer en pathologie, etc. Et le travail nous permet de nous développer, mais à certaines conditions, en termes d'organisation de l'activité. C'est ça qu'on essaye d'accompagner dans les entreprises qui nous sollicitent, c'est de pouvoir réfléchir à ces conditions qui permettent un travail de qualité, une activité de se développer, des solidarités de se mettre en place, etc. Juste, on a bien vu là dans les exemples qui sont donnés par Kika ou par Nicolas André, l'importance, par exemple, du travail collectif, de la coopération, de l'inventivité, des marges de manœuvre qu'on laisse aux salariés pour faire leur travail. Kika le rappelait tout à l'heure, quand il faut être prêt pour hier et que vous êtes tout seul et qu'on n'y arrive pas, et qu'on lui propose de faire un stage, d'apprendre à gérer ses priorités. On voit bien quand même la difficulté qu'il y a, et c'est ce que je disais aussi en introduction, à implanter dans les entreprises la prévention primaire, c'est-à-dire la réflexion sur l'organisation du travail, sur le management, etc. Est-ce que vous rencontrez ces difficultés? Comment vous les surmontez, vous, dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez? Je vais prendre un exemple qui est assez courant. C'est la question de l'évaluation individuelle des salariés. Oui. Qui souvent est basée sur des critères simplistes, non discutés, voire même étrangers aux compétences. Compétences mises en œuvre pour faire le travail. Voilà, qui sont censées faire l'objet de l'évaluation, et puis au final qui encouragent la concurrence entre les salariés. Je prends l'exemple d'une entreprise immobilière avec laquelle on travaille et qui nous faisait état, finalement, les vendeurs de biens immobiliers ont une prime à la vente. Et ils ont une prime personnelle. Bien sûr. Et plus ils vendent, et plus ils sont payés. Et le manager nous dit, ça induit des logiques de concurrence dans l'équipe, de tension, de rétention d'informations, et surtout aucune coopération quand il y a un aléa, quelqu'un à remplacer, etc. Chacun garde son portefeuille client. Et finalement, c'est une baisse de la performance collective. Donc, l'entrée, finalement, ce n'est pas tant la question de la santé, c'est triste à dire, mais l'entreprise, elle est alertée sur des questions de santé, mais ce qui va la faire bouger vraiment, c'est de montrer… C'est la qualité de service. Voilà, c'est ça, de lui montrer que c'est sa performance qui est atteinte par ce mode d'organisation. Et qu'il est possible, en l'occurrence pour cette entreprise, d'engager une discussion sur les modalités d'évaluation collective en complément de l'individuel et en équilibrant les deux et en concertation avec
avec les organisations syndicales et le CSE. Donc finalement, un levier intéressant, c'est la question de la performance, c'est de montrer à quel point ces systèmes sont contre-performants. Alors évidemment, il y a la question du court terme et du long terme, parce que bien souvent, la contre-performance, elle se fait jour à moyen long terme. Et Nicolas Sandré l'a dit, les indicateurs se dégradent, l'absentéisme augmente. Chez Kika, c'est le turnover, 27 salariés qui partent. Tout ça, c'est quand même des indicateurs forts de dégradation de la performance et de la santé, bien sûr, mais aussi de la performance. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir lier les deux. Et sur qui vous vous appuyez? Parce que vous n'intervenez pas que auprès des directions, vous essayez de mobiliser l'ensemble des acteurs. Ah oui, ça c'est un principe assez, dans l'ADN de l'ANACT, oui. De l'ANACT, c'est l'intervention qui s'appuie sur le dialogue social. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention possible s'il n'y a pas d'accord et de participation active des organisations syndicales et du CSE à la démarche qui va être co-construite avec eux. C'est-à-dire concrètement, on nous fait une demande, on rencontre la direction et on rencontre séparément les organisations syndicales et le CSE. Évidemment, si l'entreprise ne veut pas qu'on rencontre les organisations syndicales, ça s'arrête là. Donc, c'est pas pour vous, c'est une condition sine qua non pour intervenir. Oui, c'est une condition sine qua non parce que c'est une condition aussi de l'efficacité de la transformation qui va pouvoir s'opérer. Voilà, si on n'associe pas les deux grands points de vue finalement qui se développent dans l'entreprise, si on n'associe pas et si on met pas en capacité de discuter ces deux points de vue, eh bien finalement voilà on n'est pas en capacité de vraiment transformer l'organisation du travail et d'apporter des solutions qui soient pérennes et durables. Voilà, c'est ça. Quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit que les femmes étaient plus touchées que les hommes par ces questions de RPS. Il y avait une approche genrée. Est-ce que vous pouvez développer? Pourquoi? Alors, ça, oui, effectivement. Parce que la réponse, ça va être oui, mais elles sont plus fragiles, pour reprendre. Non, mais pas du tout. Mais voilà, justement. Bien sûr. C'est-à-dire que la démarche collective qu'on essaie. Je n'ai pas dit que c'est ce que je pensais. Hein. Non, mais bien sûr. On essaye de mettre en place, elle s'appuie aussi sur le rejet des arguments en faveur des facteurs individuels de fragilité, les explications individualisantes, psychologisantes, etc. Pour vraiment analyser les conditions de réalisation du travail. Et si on regarde les conditions de réalisation du travail un peu finement pour les hommes et pour les femmes, eh bien on s'aperçoit que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois et n'occupent pas les mêmes postes de travail. Hein. Les femmes sont essentiellement cantonnées au secteur d'activité lié à l'activité de soins, d'éducation et d'administration, en gros. Et ce sont des secteurs d'activité où les conditions de travail sont quand même spécifiques, hein, avec du travail plus isolé, plus dépendant. Ça aussi, c'est les enquêtes qui nous le montrent. Hein, plus dépendant d'autres acteurs, d'un client ou d'un collègue, plus dans l'urgence aussi, plus morcelé, plus dans la relation aussi. Et on voit bien que la capacité à, dans le travail, entretenir et construire des relations avec ses collègues, avec les clients, avec des bénéficiaires, avec des usagers, c'est une compétence qui nécessite aussi d'être accompagnée et des moyens. Sinon, le client devient agressif, devient violent, etc. Donc, les femmes sont dans leurs emplois plus exposées aux facteurs de risque psychosociaux que les hommes. Et si on ajoute en plus la question historique, millénaire de l'articulation des temps et du fait que reposent sur les femmes les charges éducatives et familiales, eh ben, on a quand même des conditions idéales de développer des atteintes psychiques.
en termes de charge, en termes d'articulation des temps. Et aussi, autre élément, et pas des moindres, hein, c'est la question aussi de la reconnaissance. Les femmes accèdent beaucoup moins que les hommes à des postes à responsabilité. C'est aussi lié aux représentations que les entreprises se font de la maternité, hein, et du fait que prétendument ça les rendrait moins disponibles pour assumer ces postes. Et donc les femmes ont des difficultés pour bénéficier de parcours professionnels choisis, de mobilité ascendante, pour des raisons vraiment systémiques, hein, globales. Et ça génère aussi, à juste titre, un sentiment d'inéquité, de non-reconnaissance, et qui est, on l'a vu aussi, facteur de risque psychosocial. Et voilà, donc oui, les femmes sont plus exposées que les hommes aux risques psychosociaux. Un peu comme pour les TMS finalement, puisque au départ, on disait que les femmes avaient plus de TMS parce qu'elles avaient une fragilité ostéo-articulaire, ce qui n'était évidemment pas vrai, mais elles avaient quand même plus de travail répétitif sous contrainte de temps que les hommes. C'était surtout ça. Oui, et en plus, on peut ajouter avec une certaine invisibilité de cette caractéristique des conditions de travail, du travail des femmes, une invisibilité qui conduit les préventeurs en entreprise et les RH en entreprise à considérer que le travail des femmes est moins pénible, serait moins pénible. Alors, à essayer de hiérarchiser, alors que c'est une autre pénibilité, mais ça n'est pas moins pénible au regard des taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles. On voit que, oui, effectivement, vous avez parlé des TMS, mais il y a aussi la hausse des accidents du travail chez les femmes. Alors, certes, majoritairement, numériquement, ce sont les hommes qui sont victimes d'accidents du travail, mais en termes de progression, le taux d'accidents du travail des femmes progresse énormément. Oui. Et dans des secteurs, effectivement, où il y a, je pense notamment au secteur sanitaire et social, où il y a des conditions de travail extrêmement difficiles de plus en plus. Moi, j'ai une question quand même. Oui, Nicolas? Non, je voulais dire en termes statistiques par rapport à Sumer, effectivement, les femmes sont plus en situation de job strain, donc avec une charge psychologique importante et avec des faibles attitudes additionnelles. Les hommes, ils sont à 24,7, les femmes sont à 29,3. Elles déclarent plus souvent manquer de reconnaissance que les hommes, oui, et elles ont subi plus souvent des comportements hostiles. Voilà. Oui, alors je rebondis aussi par rapport à ce road trip que je fais, mais tristement, je vois aussi des hommes qui s'autorisent à pleurer. Il y a aussi un regard de la société qui permet peut-être plus facilement aux femmes de pleurer qu'aux hommes. L'homme, parfois, détient le salaire principal. Et du coup, va être tenté de tenir, d'être fort, hein, parce qu'on va lui dire sois fort depuis qu'il est tout petit. Et du coup, c'est quelque chose qui est incroyable quand vous laissez la place, en fait, d'écouter et de faire en sorte que l'interlocuteur se sente compris. Et ben là, moi, je peux vous rassurer que je vois beaucoup d'hommes et certains s'autorisent même à pleurer et c'est bouleversant de voir autant de souffrance en fait. C'est le monde du travail est vraiment devenu fou quoi. Vraiment. Moi j'ai une question très vite à tous les trois. Qu'est-ce qui fait que la prévention des risques psychosociaux, on en parle depuis 30 ans, je disais que tout à l'heure Santé et Travail qui fête son 30e anniversaire cette année est né avec les risques psychosociaux et qu'on n'arrive pas à s'en défaire, qu'on n'arrive pas tellement à progresser sur cette question-là? Moi, je pense que essentiellement, il y a beaucoup des facteurs, hein, mais pour moi, un facteur énorme, c'est les modes de management hiérarchique et la faiblesse de la concertation et de la négociation dans les entreprises. Et de la coopération. Et de la coopération. La place des organisations syndicales en France est quand même assez limitée. Et quand on écoute les organisations syndicales, elles nous disent que ça se réduit de plus en plus. Et finalement, ce point était également mis en exergue par un rapport du Conseil national de la productivité en avril 2019 qui dit que les mauvais résultats de la France en termes de compétitivité
tiennent à la faiblesse du dialogue social et au mode de management encore très pyramidal et très descendant dans les entreprises. Ça, c'est, je pense, un point dur. Alors peut-être que c'est en train d'évoluer, mais faiblement. Oui, Nicolas. Oui, moi je pense aussi que pendant très longtemps, enfin, moi, je l'ai vécu en tant que médecin inspecteur, hein, pour les employeurs, très souvent parler de l'organisation du travail comme facteur générateur de pathologies. Pathologie psychique. Psychique est quelque chose qui refuse d'entendre, qui est inconcevable. Alors ça commence, mais c'est d'ailleurs comme ça qu'on a créé le terme qualité de vie au travail. C'était pour éviter de parler d'organisation du travail. Et l'organisation du travail, c'est le précaré des employeurs. Donc personne n'intervient. C'est la première chose. Après, je dirais, il y a aussi le piège. Alors, il y a le piège de l'évaluation individualisée. Hein, c'est-à-dire qu'il casse quand même les collectifs, comme dit Dejour. Mais en même temps, l'enquête Sumer est assez intéressante. Avec Thomas Coutron, on a fait un travail. On voit que les gens qui ont une évaluation individualisée sans objectif chiffré vont mieux que ceux qui n'ont pas d'évaluation. Par contre, ceux qui ont des évaluations avec des objectifs chiffrés et pas des critères mesurables vont moins bien que ceux qui n'ont pas d'évaluation. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, l'évaluation peut être vendue aussi comme un moment où on échange sur le travail. Et c'est vrai que moi, j'ai vu en consultation des gens qui considéraient qu'ils n'avaient pas eu d'évaluation et qui considéraient ça comme une atteinte à leur posture de salarié. Mais en même temps, une évaluation individualisée, alors Laurence en a parlé un peu tout à l'heure, mais l'évaluation individualisée, ça veut dire que si au bout il y a une prime ou une augmentation au niveau de… Voilà, je vais me défendre moi. Je veux dire que je suis meilleur que mon voisin. Et donc, à ce moment-là, c'est tout l'équilibre collectif qui est clair. Voilà, donc, il y a cette ambiguïté de l'évaluation et de la part que chacun d'entre nous met pour aussi être évalué, puisqu'il n'y a plus d'évaluation collective. On pourrait imaginer des collectifs qui se battent pour avoir une évaluation collective, comme dit Laurence. Alors, moi, je rajouterais aussi, peut-être qu'on ne s'en sort pas de ces problèmes de RPS parce que finalement, quelles sont les conséquences pour l'entreprise, en fait, hein. Aujourd'hui, le burn-out, c'est la solitude absolue. Vous êtes seul face à un système. Vous êtes seul à essayer de trouver quels sont vos droits, parce que finalement, vous finissez par douter de tout ça. Moi, la chose qui a été aussi très compliquée à digérer, hein, bien qu'aujourd'hui la digestion soit finie, c'est cette sensation que mon silence allait être acheté, tout simplement. Et je pense que pourtant, de libérer la parole, d'oser en parler, c'est donner la chance à beaucoup d'autres de se protéger. Et je pense qu'on a aussi les entreprises qu'on mérite. Je pense qu'il faut peut-être accompagner un petit peu plus toutes ces situations délicates pour leur permettre, si vous voulez, de ne plus se reproduire. Il y a quand même, tristement, le travail tue aujourd'hui dans le plus grand silence. Et la réponse de la justice face à ça est très faible. Enfin, voilà. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un vrai problème quand vous voulez, vous battre. Ce que vous êtes sûr, c'est que vous allez perdre votre job. Vous êtes sûr que les conséquences vont être terribles, mais alors vous n'êtes pas du tout sûr d'être entendu, d'être compris et que la justice soit rendue. Et ça, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que quand vous appelez l'inspection du travail, vous savez que de toutes les manières, vous n'allez plus jamais y retourner, puisque pour pouvoir faire rentrer l'inspection du travail en mission, il faut faire un mail à votre employeur, copie l'inspection du travail, en disant pourquoi vous la missionnez, en fait, l'inspection du travail. Donc, c'est une voie de non-retour, en fait. Et donc, il faut beaucoup de courage pour aller dans ce combat. J'ai pas pu aller jusqu'au pénal parce que j'en avais pas l'état de santé. Mais je peux vous assurer que c'est la seule regret que j'ai aujourd'hui parce que j'aurais vraiment voulu
faire cesser de nuire cet individu, puisque finalement, c'est vous qui vous retrouvez à la clinique, sous cachet, soigné, alors que c'est quelqu'un à l'extérieur qui détruit des vies et qui est en parfaite liberté au vu de tout le monde. Et ça laisse un goût amer. Je comprends. Alors, on va ouvrir la série de questions. Donc, je vous rappelle que vous avez un chat sur le côté. Il y en a déjà pas mal qui l'ont utilisé, pas forcément pour poser des questions, mais pour faire plutôt des commentaires. Je vois une question, c'est celle de Cyril Giraud. Comment mener une démarche efficace de prévention primaire en entreprise? L'identification des facteurs de risque par l'INRS n'aborde pas la question de l'organisation précarée de la direction qui bidouillera l'organisation à chaque situation collective RPS pour passer la balayette. Bon, il y a quelqu'un qui lui répond que c'est pas tout à fait vrai que l'INRS aborde la question de l'organisation du travail, c'est Jacques Marc. Dans l'approche MSVT, par ailleurs, le DURP est aussi un lieu d'échange sur le travail et son organisation. Je pense que Laurence, Nicolas, vous voulez peut-être répondre? Oui. Nicolas. Laurence, j'ai l'impression, oui, Nicolas, vas-y. Bon, il y a un texte qui est très intéressant, qui est une directive sur la prévention des RPS pour la fonction publique, qui reprend en fait toute la question du travail, qu'il faut analyser le travail au plus près du réel du travail, avec les gens qui font le travail. Vous pouvez nous donner, Nicolas, la référence de vous pouvez nous donner la référence de cette directive? Je ne la connais pas par cœur. D'accord. Directive sur la prévention des risques professionnels. Dans la fonction publique. Dans les trois fonctions publiques. Oui, parce que c'est une directive commune. D'accord. Oui. Après, qui a été transmise dans les trois trucs. Et qui reprennent tous les critères du rapport Golac. Le rapport Golac, alors, oui, l'INRS s'occupe de l'organisation du travail, et le rapport Golac permet de, comment dire… Alors, le rapport Golac, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il faut juste rappeler que c'est le rapport qui avait été commandé par le ministre du Travail après les suicides, la vague de suicides chez Renault, France Télécom, La Poste, etc. Et il y a un groupe d'experts nationaux et internationaux qui a conduit ce rapport avec une grosse analyse biblio sur 6 familles de facteurs de risque qui peuvent conduire à des décompensations psychiques. Alors, il y a ces 6 familles et sous ces 6 familles, il y a une série de questions pour chacun, d'accord? Et moi, ce que quand je fais des formations, ce que je trouve très intéressant, c'est que ces questions soient posées sous forme interrogative. C'est-à-dire que l'INRS propose un peu c'est rouge, c'est orange et c'est vert, d'accord? Oui. Mais c'est plus intéressant. Ça ne permet pas de réfléchir, oui. Voilà. Tandis que si c'est sous forme interrogative, je prends par exemple une question temps nécessaire pour exécuter correctement son travail, et bien, en posant dans un collectif avec des tiers, c'est-à-dire soit un psychologue du travail, soit des gens qui connaissent un peu les trucs, posant cette question sous forme de question dans un collectif, et bien, ça peut permettre de parler du travail réel. Et certains vont avoir le temps nécessaire pour faire correctement le travail, d'autres non, d'accord? C'est-à-dire, c'est des visions différentes du travail, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait, comme dit, je crois que c'est Yves Clos, des disputes professionnelles autour de ça. C'est-à-dire qu'on discute du travail réel. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que j'attends dans le travail? Et toi, qu'est-ce que tu attends dans le travail? Et comment, en fait, finalement, on a des multiplicités d'approches du travail, parce qu'encore une fois, comme entre le réel et le prescrit, eh ben, on met une part de nous-mêmes, donc on y va avec nos connaissances, mais avec nos traits psychiques, avec nos faiblesses, avec nos forces, etc. Et donc, il n'y a pas 2 postes qui vont être utilisés par 2 personnes différentes qui vont être utilisés de la même manière. Et donc, ça permet de discuter du travail. Voilà. Et puis, d'autre part, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que j'ai vu qu'on parlait de maladie professionnelle aussi. Si vous faites une action juridique ou une déclaration de maladie professionnelle, à un moment donné, il faut objectiver la dégradation du travaillé. Et donc, même au niveau individuel, les critères Golac peuvent permettre de systématiser une observation, et ce qui fait qu'on n'est plus dans un, on va dire, il m'aime pas, ou des trucs comme ça, mais mon travail a été dégradé, et de telle et telle manière. Et donc, c'est un outil, moi je trouve aussi bien au niveau individuel, dans les consultations sincères, qu'au niveau collectif, qui peut être extrêmement intéressant. En sachant que théoriquement, tout ça peut être, dans un deuxième temps, inscrit dans le document unique d'évaluation des risques, dont l'employeur ne peut pas faire fi. C'est-à-dire actuellement, quand il y a des litiges importants, les employeurs, enfin,
et qu'il y a un recours au niveau des tribunaux, la première chose qu'actuellement demandent les juges, c'est le DUR. D'accord ? Et donc, s'il n'y a rien sur le risque psychosocial, il y a forcément une faute de l'employeur, quoi. Voilà. Oui. Je voudrais, Laurence, si vous pouviez répondre à cette question que j'ai posée là en lisant la question de M. Giraud, je crois, sur la prévention primaire, et puis, puisque vous avez été inspecteur du travail, inspectrice du travail, par rapport à la remarque de Kika, il y a quelque chose peut-être à dire sur comment on peut saisir l'inspection. Est-ce que l'inspection, elle n'est pas obligée de nommer les gens qui sont à l'origine de la plainte? En fait, l'inspection est tenue à la confidentialité des plaintes. C'est-à-dire que sur la base d'une plainte, elle ne peut pas aller intervenir dans une entreprise ciblée sur tel salarié. Et donc, ce que Kika a dit, c'est que l'inspecteur avait demandé à lever cette confidentialité de la plainte en envoyant un message à l'employeur pour lui dire, voilà, j'ai saisi l'inspection du travail et pour tel et tel motif, etc. Mais effectivement, on sait bien que dans cette condition-là, enfin dans ce contexte-là, l'employeur risque de se braquer contre le salarié et on entame un bras de fer, on entame un rapport de force et bien souvent, ça se termine évidemment par la sortie du salarié. Donc oui, il y a des jeux d'acteurs dans l'entreprise. Le droit est théoriquement protecteur. Hein, il y a quand même la réglementation sur le harcèlement moral, alors évidemment qui n'est pas optimale parce qu'elle a tendance à enfermer la situation dans l'inter-individuel alors qu'on a passé toute la première heure de notre échange à dire que c'était une dimension collective. Mais il y a l'autre volet de la réglementation, c'est la prévention, c'est les principes généraux de prévention, c'est l'obligation de résultats en matière de santé et avec une approche résolument collective dans le Code du travail. Le Code du travail demande aux employeurs d'évaluer les risques dans une approche collective organisationnelle. Alors, évidemment, voilà, la difficulté, c'est que soit c'est un document, le document unique d'évaluation des risques, qui est une formalité dont on se débarrasse. Et il faudrait en faire, comme le dit Nicolas, un outil pour parler du travail, pour parler des problématiques de travail et coller au réel du travail. Mais effectivement, on ne peut pas faire de prévention primaire dans une entreprise s'il n'y a pas une direction qui souhaite s'engager là-dedans. Voilà, c'est vraiment la limite de l'exercice. Oui. De l'exercice. Et on peut avoir des organisations syndicales très actives qui vont par leur jeu et leur discussion soit contraindre l'employeur, soit le convaincre de son intérêt à agir de la sorte. Sur l'évaluation des performances individuelles, il y avait un arrêt là, que j'ai été retrouvé de 2013, l'arrêt dont on t'avait parlé d'ailleurs, Santé et Travail. Des caisses d'épargne, oui. Oui, c'était l'arrêt Hewlett-Packard, plus anciennement, qui avait... comment dire, sur la base d'une action du CHSCT, renoncer à une évaluation des performances parce que les critères de l'évaluation n'étaient pas en lien avec les compétences professionnelles et parce que ça n'avait pas été discuté en CSE, collectivement. Donc, il y a des leviers d'action, mais à chaque fois, il faut faire la preuve, la démonstration du bien fondé de ce qu'on avance, quoi. Alors, j'ai une question. Est-ce que Delphine, si vous êtes toujours là, Delphine, qui est donc celle qui s'occupe de la technique et qu'on remercie parce qu'elle est assez efficace pour que ça se passe bien. Delphine, est-ce que vous pourriez faire rentrer M. Jean-Louis Hilberberg, qui est médecin du travail de mémoire, qui a même été médecin inspecteur, c'était un ancien collègue de Nicolas Sandré, qui a des questions sur... ou qui voudrait intervenir sur la reconnaissance et la réparation des dépressions, des états post-traumatiques, des anxiétés généralisées, de la dépression. Jean-Louis Hilberberg, vous nous entendez? S'il peut nous envoyer un petit message sur le chat pour que je puisse Il l'a envoyé, c'est pour ça, je le vois là. Le repérer. J'arrive en retard, c'est un message, moi il apparaît en jaune, JZ. JZ, d'accord. Oui, je vous vois. Ça y est, il a envoyé son mail.
On fait monter sur Vous pouvez le faire monter sur scène, comme on dit, oui. C'est beau la technique quand même, là. Il se prépare et voilà. Voilà, Jean-Louis Zilberberg, bonjour. Désolé pour le retard, mais Ça s'est pas vu. est-ce que vous avez débattu parce que Non, à un on vous moment, attendait. c'est sorti sociétalement. Il y a même un député qui l'a porté. C'était de réparer en fait le burn-out dans le cadre d'un tableau de maladie professionnelle. Et donc là, effectivement, on n'est plus dans la prévention primaire, hein, c'est clair. Mais ce qui est invisible, c'est-à-dire ce qui n'est pas réparable, et dans le système de protection sociale français, malheureusement, tant qu'il n'y a pas de tableau de maladie professionnelle, les salariés n'ont pas ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à démontrer que leur maladie est bien liée à leur travail. Et il y avait eu de forts débats sociétals, puis ça a fait chute. Et donc, je voulais savoir si vous en aviez parlé par rapport à l'intérêt ou le non-intérêt d'un tableau de maladie professionnelle. Non, moi j'ai rappelé que comme il n'y avait pas de tableau, c'était un passage obligé devant les C2RMP, qu'il y a environ 1000 cas chaque année qui sont reconnus au titre des maladies professionnelles qui sont d'origine psychique, mais qu'il y a 20 000 cas d'accidents du travail qui sont en fait des pathologies psychiques reconnues en AT. 20 000 d'un côté, 1000 de l'autre, 1000 maladies, 20 000 AT, donc ça fait que ça commence à faire un truc conséquent, mais c'est vrai qu'il nous manque quand même un tableau de maladies professionnelles. Mais de ce point de vue-là, je crois que la commission maladie professionnelle du COCT, du Conseil d'orientation des conditions de travail, a planché il y a quelques années sur la création possible de tableaux autour de ce que vous rappelez, c'est-à-dire le syndrome post-traumatique, l'anxiété généralisée et la dépression, mais qu'en fait, ça s'est traduit par opposition du patronat simplement sur des recommandations au C2RMP qui n'a jamais eu de tableau de créé. Et je ne suis pas sûr que les conditions politiques soient réunies pour qu'il y ait un tableau, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais sur le thème des risques psychosociaux a été débattu aussi, parce que on parle des conséquences en termes de santé mentale, mais il y a aussi une conséquence qui est les maladies cardiovasculaires. Donc, à l'époque, j'étais déjà arrivé dans cette commission. C'est vrai que le débat est toujours le même, hein, c'est-à-dire la prédisposition individuelle. Hein, ce serait l'individu qui aurait en lui-même donc la possibilité de boucher ses artères, parce qu'on sait bien qu'il y a le mauvais et le bon cholestérol, hein, on le sait tous. Et en fait, effectivement, l'enjeu social, l'enjeu sociétal, parce que en fait, on voit bien que c'est pas un débat technique. L'enjeu, c'est de mettre sur la technique tout ce qui est santé au travail. Et malheureusement, pour les maladies cardiovasculaires, il y a énormément de connaissances qui montrent bien que, par exemple, la cohorte qui réunit plus de 200 000 assurés sociaux, qui s'appelle la cohorte Constance, a publié il n'y a pas longtemps, en 2019, que oui, le temps de travail était un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. Donc, c'est des choses qui, en termes de travail long, sont favorables au développement d'AVC. Ça, c'est sorti il y a pas très longtemps. Et donc, les connaissances sont là. Simplement, dans ma perception, hein, c'est sociétalement considéré comme un débat technique et pas politique. Donc, on se refuse à le discuter. Il y a une question là au sujet du fonctionnement des C2RMP. Je ne sais pas si allez-y, Nicolas peut y répondre. Un gros souci avec deux C2RMP. Le premier, rectifier le diagnostic de mes médecins traitants et poser un autre non connu et jamais évoqué par ces derniers, sans examen physique. Ils m'ont affublé d'une personnalité paranoïaque préexistante, etc. Et quels sont les moyens, finalement, les recours contre les décisions du C2RMP? C'est les recours auprès de… Ben, il y a les recours amiables quand il y a un refus. Hein, on peut bien saisir un deuxième C2RMP, hein, cela étant. Oui, mais c'est un recours amiable et éventuellement, il y a, mais peut-être que François est plus expert là-dessus, il y a éventuellement un recours au tribunal administratif maintenant. Non, devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Maintenant, les tribunaux judiciaires sociaux, oui, il y a des possibilités de recours quand on n'est pas d'accord avec avec la décision d'un C2RMP. Tout à fait. Par contre, voilà, ça c'est pour la contestation, mais
quand on fait une demande, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie diagnostic. Et théoriquement, le CDZRMP n'a pas à intervenir sur le diagnostic. Oui, c'est ça là. Et le diagnostic a été donné par un expert. Voilà. D'accord. Et puis il y a la partie, tout le dossier sur le travail. D'accord. Et c'est là, je pense qu'il est très important de faire un descriptif du dégradé du travail, mais le plus objectif possible. C'est-à-dire que avant, ben voilà, je sais pas, avant, je devais traiter 3 affaires dans la journée, maintenant j'en traite 10. Avant, j'avais un adjoint, maintenant j'en ai plus. Des trucs comme ça qui deviennent très, très factuels pour pouvoir entraîner la décision positive du CDZRMP, en sachant que le CDZRMP, sa fonction, c'est pas de faire un diagnostic, c'est pas d'analyser les conditions de travail, c'est de voir si l'un peut être en rapport avec l'autre. Donc, c'est le lien entre les deux. Alors après, bon, voilà, après, au niveau des recours, bon, il y a des recours, c'est ce qu'a dit François. Après, par rapport à ce que disait Jean-Louis Zilberberg, oui, je sais, on peut en débattre pendant très longtemps. Quoi, sur, Pour vous, il faudrait qu'il y ait un tableau de maladie professionnelle? C'est sûr que ça faciliterait un certain nombre de choses, mais en même temps, enfin, moi, ça me paraît, je veux dire, dans la mesure où les décisions de créer un tableau ou pas un tableau, c'est une décision entre guillemets politique. Hein, et on voit bien la façon dont le tableau des TMS a été réduit. Voilà, c'est une décision politique. Donc, je ne vois pas aujourd'hui, effectivement, vu la réticence pour ouvrir les tableaux, vu la réticence même pour profiter des indemnisations qu'il y a dans les tableaux de maladies professionnelles, la reconnaissance. Aujourd'hui, et tous les freins qu'il y a, ça serait bien, mais ça me paraît aujourd'hui totalement illusoire. Alors, j'ai une question. Je vois Mireille Pilet. Je suis intéressé d'avoir des retours et réponses sur la sortie du burn-out. Y a-t-il des méthodes éprouvées? Alors, moi, je voulais justement rebondir là-dessus, puisque rapidement, on a parlé beaucoup de la prévention. Moi, pour ma part, je pense que la prévention, elle doit se faire aussi, et pourquoi pas à l'extérieur de l'entreprise. En tout cas, moi, je m'en rends compte aujourd'hui dans mon road trip, le fait de tout simplement offrir un moment d'écoute, de partage. Je peux vous assurer que à travers des cafés citoyens, des débats, des choses, les gens viennent poser des questions et ils sont plus à l'aise parce qu'ils sont à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est très compliqué de faire un aveu de « je vais pas bien » dans l'entreprise puisque vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui n'allez pas bien et que les autres supportent. Donc finalement, vous pensez que c'est vous le problème. Je pense que dans un contexte aussi extérieur, et c'est peut-être une urgence de service aux citoyens, peut-être que les mairies pourraient prendre en charge comme elles font de la prévention pour certaines typologies de maladies. Je pense qu'il y a vraiment un lieu d'être. Après, c'est vrai que l'intitulé de ce soir, c'est comment le prévenir et comment en sortir. Pour en sortir, moi, je voulais juste faire un rapprochement par rapport à juste ma propre expérience, où je me suis rendu compte que tout ce cheminement pour sortir m'a demandé vraiment beaucoup de temps et m'a demandé aussi beaucoup d'argent. Et je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu m'offrir cette reconstruction, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde que je vois qui sont obligés de retourner parfois travailler sans avoir résolu toutes ces problématiques. Parce que si on regarde bien la définition de l'OMS sur le burn-out, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental résultant d'une exposition à des situations de travail émotionnellement exigeantes. Donc, on parle d'épuisement physique, émotionnel et mental. Et finalement, si vous regardez le parcours classique, et moi je peux vous en parler, vous allez vous faire arrêter chez votre médecin traitant, vous allez chez un psychiatre et on vous donne des anxiolytiques et des antidépresseurs. Ça veut dire qu'on va s'attacher à apaiser le mental, mais finalement les deux autres parties qui sont le physique et l'émotionnel, vous n'avez aucun parcours d'aide coordonné qui vient vous aider, vous allez tâtonner à aller chercher comment vous reconstruire sur l'ensemble des pans qui ont été affectés. Et c'est extrêmement compliqué, encore une fois, et extrêmement culpabilisant au vu de ce que le regard des autres et votre propre regard portent sur un problème de santé mentale. Les lieux
qui vous accueillent aujourd'hui, ce sont des cliniques psychiatriques. Et ce roman démarre justement à la clinique et va montrer l'effet miroir aussi qui est compliqué parce que finalement, vous allez être face à d'autres personnes qui sont avec des pathologies psychiques et c'est extrêmement compliqué. Et ça vous apprend au moins à vous détacher du regard des autres. Ça a été très positif pour moi, mais je peux vous assurer que c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Et c'est pour ça, et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette consultation en pathologie pro, c'est cette approche très humaine qui va remettre vraiment la question du travail au centre et qui va justement vous réoxygéner parce que vous allez finalement comprendre que c'est pas vous le problème. Et voilà. C'est extrêmement important. Dans les questions, là, je vois, il y a la question du temps est importante. Hein. Je peux apporter une… Oui, Nicolas, allez-y. Heureusement que tous les gens qui, à un moment donné, ont une décompensation psychique due au travail par rapport à une surcharge de travail, ce qu'on appelle un burn-out, ils ne vont pas tous en clinique ou en hôpital psychiatrique. Hein. Il y en a un certain nombre. On les arrête avant. Voilà, c'est votre exemple. Quoi. Mais il y a quand même, heureusement, un certain nombre qui, effectivement, arrivent en travaillant, encore une fois, sur quelles a été leur implication sur le travail, qu'est-ce qui s'est passé du côté du travail, et qu'ils arrivent justement à comprendre que c'est un dysfonctionnement de l'entreprise. D'accord ? Et souvent, c'est pour ça qu'on travaille avec des psychologues dans l'entreprise, enfin à l'hôpital. C'est important de comprendre en quoi cette décompensation résonne avec son histoire. Puisqu'on va dans l'entreprise, on travaille avec son histoire, d'accord ? Donc, il y a une faute absolue de l'entreprise qui n'est pas les conditions de travail correctes, d'accord ? Et en même temps, quand on décompense, moi, dans des situations telles que les gens me décrivent, je décompense, c'est pas tenable. Mais en même temps, je vais décompenser avec mon histoire, et eux, c'est pareil. Et parfois, c'est intéressant, effectivement, de comprendre, par exemple, quels sont les enjeux psychiques pour chacun d'entre nous dans le travail, etc., etc. Je crois que, voilà, pour en sortir, c'est un petit peu ça. Question pratique quand même, docteur Sandré, combien de temps on met pour retrouver, c'est une question, hein, pour retrouver son énergie et sa force d'avance, et quand même des arrêts, je le disais tout à l'heure, qui en moyenne sont beaucoup plus longs que la moyenne des arrêts de travail. Oui, je dirais en moyenne, c'est 1 an. 1 an, on est d'accord. Et le problème quand même aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Sécu, c'est que au-delà de 4 à 6 mois d'arrêt de travail, la probabilité de rester dans l'entreprise ou de retrouver son poste est quand même très très faible. Oui, alors c'est une autre composante, c'est-à-dire que en travaillant sur le travail, sur les enjeux, etc., moi, la consultation, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas y retourner. Qui ne veulent pas y retourner. D'accord ? Ou qui veulent élaborer un autre projet, etc. C'est clair, et donc ça se termine très souvent quand même par des avis d'inaptitude, hein, pour libérer de l'entreprise, c'est clair. Sauf dans des cas, mais c'est assez exceptionnel, où effectivement, tout d'un coup, la décompensation a bousculé l'entreprise, hein, et souvent leurs dirigeants, et qu'à ce moment-là, effectivement, ils mettent en place un travail sur l'organisation du travail, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, une réflexion autour du travail. Mais c'est quand même relativement rare. Alors, je vous signale que dans les petits chats, il y a effectivement des questions et des commentaires. Il y a le docteur Jacques Darmon, que je salue et que je remercie, qui a donné les renseignements sur, je crois, la circulaire RPS fonction publique. Vous la retrouvez avec le lien. Et puis, quelqu'un qui parle, Nathalie Penquin, du protocole d'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique. Est-ce qu'il n'y a pas un plan de prévention dans le DERP ? Ben, normalement, si. Enfin, c'est même en discussion, je crois, dans le projet de loi, là, en ce moment, non ? C'est ce qui fait débat, Laurence Théry ? Oui, effectivement, aujourd'hui, l'employeur, il doit évaluer les risques, les consigner dans un document unique, et établir des actions. Un plan de prévention. Un plan de prévention formalisé, soumis aux instances représentatives du personnel. Et le projet de loi, tel qu'il est aussi en discussion au Sénat avec des amendements multiples, atténuerait cette obligation, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés. Oui. Voilà, qui ne seraient plus soumis à l'obligation de formaliser un plan d'action, ce qui peut effectivement
peut quand même être assez préjudiciable, puisqu'on sait très bien que quand il n'y a pas de formalisation, bah, il n'y a pas forcément d'action, hein. Déjà, quand il y a une formalisation, il n'y a pas toujours de l'action. Alors... Exactement. Non, mais bon, voilà. Donc, on n'est pas dans une dynamique pour renforcer la prévention des risques, si ce n'est à considérer qu'en transférant cette action aux médecins du travail aujourd'hui, eh bien, les choses vont s'améliorer. Je vous passe les commentaires peu sympathiques sur les médecins du travail, hein, il y en a quand même beaucoup. Le médecin du travail est invendu, on ne peut rien obtenir, etc. etc. Bon, un commentaire. Ouais, j'aimerais rappeler, oui, parce que c'est vrai qu'on entend parfois ça, y compris souvent que le secret médical n'est pas respecté. Comment? Je tiens, hein? Je n'ai pas entendu ce que vous disiez, docteur Sandra. Que le secret médical n'est pas respecté. C'est un constat ou... Non, c'est ce que les gens disent, d'accord? Or, je voudrais rappeler que pour les médecins du travail, il y a une obligation de deux choses. Il y a une obligation de conservation du secret médical. Et s'il y a une violation du secret médical, c'est du pénal, d'accord? Et qu'il y a également une obligation d'indépendance, hein? C'est-à-dire que souvent on dit que le médecin du travail est payé par l'employeur, oui, mais les syndicalistes sont aussi payés par les employeurs, hein? Après, le médecin du travail, il est… alors, dans les petites entreprises, c'est compliqué parce qu'il dépend des services interentreprises et voilà, donc les marges de manœuvre sont assez courtes, mais en même temps, je veux dire, un CSE, par exemple, hein, peut mettre en cause le fonctionnement d'un médecin du travail. Tout à fait. Et un CSE peut aussi appuyer l'action du médecin du travail. D'accord? Le médecin du travail, il est dans une position assez fragile, hein. Il est protégé par la loi, hein, parce qu'il ne peut pas être licencié sans l'accord de l'inspecteur du travail. Donc, c'est un salarié protégé, mais en même temps, et il est le seul à pouvoir parler de la santé. Mais en même temps, il est l'objet de, comment dire, de pression de part et d'autre, hein. Et voilà. Alors après, effectivement, c'est un métier qui est compliqué, d'accord, à faire, qui est extrêmement intéressant, mais et souvent, bah, effectivement, comment dire, dans beaucoup de cas, il y a des médecins du travail, comme par exemple pour Kika, le médecin du travail est intervenu, il a fait des choses, etc. Dans d'autres cas, effectivement, bah, il ne se sent pas suffisamment peut-être fort pour le faire. Par contre, actuellement, le danger, ça va être que toutes les équipes autour des services santé au travail vont beaucoup prendre le relais, théoriquement, les psychologues du travail, les ergonomes, etc., les infirmières, des médecins du travail, mais c'est des salariés qui ne sont pas protégés, hein. Donc, ça risque… Ouais, c'est actuellement en discussion, effectivement, voilà, au Sénat, le projet de loi Lecoq, la proposition de loi de la députée Lecoq, mais effectivement, c'est un des risques qui est souvent, on a fait un débat là-dessus, qui est effectivement pointé. Est-ce que M. Patrick Beluz est toujours là? Parce qu'il a posé plusieurs questions ou interventions sur le scandale des 2 fois 12 heures chez les infirmières du travail, chez les infirmiers, pardon, ou infirmières, chez le personnel soignant, qui pose d'énormes problèmes de santé, de surcharge, d'épuisement professionnel. Monsieur Patrick Beluz, si vous êtes encore là et si Delphine peut le faire rentrer, lui poser une question, voilà. Oui, je l'ai invité il se prépare, normalement, il devrait… Il se prépare, voilà, et puis ça sera la fin, ça sera la dernière question, je pense, parce que… Est-ce que vous nous entendez, monsieur Beluz? Je ne suis pas sûr qu'il soit toujours là. Je réessaye à nouveau et puis sinon, il faudra passer peut-être à une autre question, oui, parce que… Je cherche parce qu'il y avait… Ah, voilà. Voilà. Monsieur Beluz, vous nous entendez? Vous êtes très pixelisé, là, je peux vous dire. Est-ce que vous pouvez parler déjà? Ah, les inconvénients du direct. Allô? Monsieur Beluz, est-ce que vous m'entendez? Non, je crois qu'on n'y arrivera pas.
Ça va Vous être avez une liaison qui est très très mauvaise, donc je suis. Par contre, on entend bien la musique qu'il y a chez vous. Hein. Je sais pas si. Je pense que c'est peut-être par un téléphone portable, c'est pour ça que Ouais, c'est pour ça. ça pose souci. Ben, écoutez, on est désolé, mais on ne va pas pouvoir prendre votre question. Tant pis, désolé. La technique nous a trahis. Je vais peut-être vous demander à chacun un mot de la fin parce que je vois qu'il est déjà 18h35, donc on a un peu dépassé. Sur la question des soignants, vous avez des remarques particulières à formuler, l'un et l'autre, ou les trois d'ailleurs? Nicolas Sandré, vous qui travaillez à l'hôpital. Ces longues journées de travail, c'est travail en 2 fois 12 heures, c'est pas compliqué? Ouais, je crois que c'est pas très, très conseillé au niveau physiologique. Hein. C'est ça. Pour l'épuisement. Par contre, c'est des organisations du travail qui sont parfois choisies parce que du coup, ça donne. Par les salariés eux-mêmes, oui. Mais en même temps, c'est un peu le leurre. Hein, c'est comme à un moment donné pour la réduction du temps de travail. Hein, c'était très bien, mais dans beaucoup d'endroits, la réduction du travail, c'était compris comme une compression du travail. Tout le monde était très content. Et finalement, les salariés ont dit qu'ils mettaient plus de temps à récupérer qu'avant, quoi. Et là, pour les 2 fois 12 heures, c'est un peu pareil. C'est un peu je dirais, une anomalie au niveau physiologique et ergonomique. Tout à fait, oui. D'autant plus avec actuellement quand même ce qu'on entend, mais bon, en particulier avec le Covid, mais qui était antérieurement, à quel point au niveau de l'hôpital, il y a eu une méconnaissance du réel du travail, quoi. C'est terrible, hein, de voir en quoi consiste le travail de soignant, quoi. Chika, dernier mot? Oui, alors moi je dirais qu'en conclusion, il faut s'interpeller sur la place de l'humain dans l'entreprise aujourd'hui, puisque effectivement, si l'organisation du travail s'impose sans connaître la capacité en termes de temps, de moyens humains ou de moyens financiers à rendre le travail, peut-être devrions-nous plutôt partir de l'humain et de savoir ce qu'il est en capacité de faire plutôt que de lui imposer. Effectivement, plus de prévention. J'ai eu l'occasion de faire un webinaire aussi dans l'entreprise GRDF où autour de la table, tout un écosystème, le médecin du travail du groupe, le préventeur, le RH, des managers et c'était rediffusé après dans l'entreprise, agir pour le bien-être des salariés, leur dire dans l'entreprise si vous êtes victime ou témoin aussi, il y a ce genre de difficultés, auprès de qui aller, quoi faire. Parfois, il y a des numéros verts, mais les personnes ne le connaissent pas, c'est pas assez. La communication, en tout cas, est importante, savoir aussi donner aux managers les signaux de pré-effondrement me paraît aussi nécessaire. Et puis voilà, alors moi je vais poursuivre ma tournée des plages cet été avec une thématique qui est comment agir pendant l'été pour un peu moins subir à la rentrée, parce que je peux vous assurer que la santé mentale est compliquée. Et puis, je reviendrai peut-être vous reparler d'un projet, d'une aventure humaine qui va au-delà de cette aventure littéraire, puisque je suis en train de créer un projet associatif justement pour la dignité de la personne au travail, qui est ce qui m'anime aujourd'hui sous forme d'une vraie mission, et de pouvoir justement m'occuper de relever des blessés de parcours professionnel, de pouvoir lever des fonds et d'aller vraiment offrir des vrais parcours coordonnés. Voilà. Écoutez, merci, on suivra ça avec intérêt. On ne manquera pas de vous redonner la parole dans Santé et Travail, comme on l'a déjà fait. Laurence Théry, le mot de la fin? Non, mais moi, je pense que dans les situations comme ça de grandes contraintes, il faut vraiment inciter les personnes à développer une forme de soutien social à tous les niveaux et à se saisir des acteurs qui sont en charge de la prévention, l'inspection du travail, le médecin du travail et le CSE. Voilà, il faut vraiment les mobiliser. Et le CHSCT ou la CSSCT dans la CSCT, exactement, qui ont des prérogatives pour agir, qui ont la légitimité pour agir. Alors évidemment,
on n'en est pas forcément satisfait tout le temps. Néanmoins, ils existent et il faut, faut vraiment les activer. C'est indispensable. Merci. Nicolas, un dernier mot ou c'est bon? Oui, je suis d'accord avec Laurent, ça me paraît fondamental de saisir les acteurs. Et souvent, je vois à la consultation, parfois, on n'a pas pensé au médecin du travail, quoi. Encore une fois, c'est ce que disait Kika au début, on peut saisir le médecin du travail quand on veut, même quand on est en arrêt. Mais la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est la nécessité de toujours essayer de retourner à son travail réel, quoi, y compris dans les échanges. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très facile de psychologiser parce que finalement, comment dire, c'est très difficile de retourner sur la réalité du travail et que beaucoup de salariés l'évacuent, hein, les directions aussi, mais et que du coup, on va faire des pots, on va faire des trucs comme ça, mais où on va mettre un tracking parce que c'est la qualité de vie au travail, mais on va oublier l'essentiel qui est d'échanger sur le travail et les difficultés qu'on rencontre du travail et les plaisirs qu'on a dans le travail, mais sur le travail réel. Et je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à tout le monde, c'est comment, aussi bien au niveau préventif qu'au niveau pour en sortir, hein, c'est comment remettre le travail au centre de la question, quoi. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé réellement du côté de mon travail, qu'est-ce que je développais, quel empêché j'ai eu et comment ça s'est passé. Voilà, d'essayer encore une fois de retourner, d'objectiver un maximum ce qu'on a vécu pour pouvoir penser différemment. Là, c'est comme s'il y avait un blocage de la pensée. Hein. On est dans il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Or, on oublie le travail. Or, l'essentiel, c'est autour du travail que ça se joue. On n'est pas au travail pour s'aimer. Par contre, on est au travail pour échanger autour du travail. Et c'est vraiment là que ça doit se poser. Y compris dans les empêchés dans les empêchés de pouvoir parler réellement du travail que je fais. Ça me paraît vraiment absolument essentiel. Il faut avoir une théorie du travail. C'est-à-dire une théorie du travail et s'appuyer sur le travail réel. Sinon, on se fait embarquer dans des psychologisations, dans les rapports humains, etc., dans les fragilités, etc. Et là, moi, je suis étonné de la façon dont les salariés en souffrance, a priori, ils ne posent pas la question du travail. Alors que quand ils décrivent leur travail, ils déclinent tout ce qui s'est passé et toutes les empêchés de travailler qu'ils ont eus. Voilà. Mais ils se mettent beaucoup plus sur des problèmes de relations. Voilà. Oui, ça c'est quelque chose qu'on remarque effectivement et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on a fait ce webinaire. C'est comment on remet le travail au centre du village, au centre des interrogations pour éviter ce que Kika racontait qui était c'est pas moi qui vais mal, c'est pas moi qui perds la tête, c'est mon travail qui perd la tête et qui perd ma tête aussi. Je crois que c'était ça et la façon de lutter contre ça, c'est quand même de remettre les discussions sur le travail. Ce qui est quand même à craindre, c'est qu'avec, même si ça peut apparaître comme une très bonne chose, le développement du télétravail pour un certain nombre de métiers, c'est que ça va encore être peut-être plus difficile demain de pouvoir parler ensemble du travail quand on sera chacun chez soi et qu'on sera bien isolé. Donc, je pense c'est des sujets sur lesquels on va revenir. Je voulais vous remercier tous les trois, remercier Laurence Thierry, remercier Kika. Je pense qu'elle a plein de projets, donc ça va être super intéressant. Moi, ça va me faire plein de pages à écrire, c'est parfait, c'est de la matière. Merci. Si l'angoisse de la page blanche, eh bien, ça va être bien pour moi. Et puis, remercier Nicolas Sandré. Vous remerciez tous. Vous avez été jusqu'à 160 et quelques personnes en même temps au plus fort. Vous êtes encore 110, c'est plutôt pas mal compte tenu de l'heure. Vous dire qu'il y a des institutions comme l'ARAC, comme l'ANAC qui interviennent dans les entreprises. Kika, vous avez des demandes pour intervenir dans des entreprises, vous regarderez sur le chat. Il y a un magazine qui s'appelle Santé et Travail auquel vous pouvez vous abonner, qui est clair sur ces questions-là et qui vous aide à agir. Et pour répondre à des questions qui ont été posées, oui, il y aura un remake qui sera mis sur nos sites respectifs et donc vous pourrez revoir ce webinaire prochainement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. À bientôt. Merci pour cette invitation. Très bel été à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.